Alors je vais essayer, dans la demi-heure qui m'est impartie, de vous faire un peu mal à la tête et de vous exposer en gros l'idée que les économies d'énergie, si on fait ça sérieusement, c'est récessif et que c'est la raison pour laquelle on a eu énormément de mal à faire ça sérieusement jusqu'à maintenant, mais que vivant dans un monde fini, on arrive maintenant à une époque où de toute façon on ne va plus tellement avoir le choix. Je parle sous couvert d'un ancien président d'EDF qui s'appelle Marcel Boiteux, qui avait écrit exactement la même chose dès 2004, c'est-à-dire que de s'occuper sérieusement des économies d'énergie, c'est quelque chose qui bride la croissance, et en fait qui la supprime, mais que si on ne fait pas ça, on aura des désagréments, on aura la même chose mais sous forme de crise. Alors pour en arriver à de crise successive, pour en arriver à cette conclusion, je vais repartir de quelque chose qui est trop souvent oublié quand on parle d'énergie. Vous savez, quand on parle d'énergie dans les débats publics, les gens pensent ma facture, les gens pensent ma centrale ou la centrale du voisin, du reste la mienne est mieux que celle du voisin ou inversement. Mais il y a un truc qu'ils oublient toujours, c'est ce qu'est vraiment l'énergie quand on parle de physique. Alors il y a un certain nombre d'entre vous qui sont allés sur les bancs de la même école ou d'écoles similaires à la mienne quand vous étiez plus jeune. Vous vous rappelez probablement que l'énergie, c'est par définition en physique la marque du changement. L'énergie, c'est une grandeur qui caractérise un changement d'état d'un système. Donc il y a de l'énergie quand le monde change, et quand le monde change, il y a de l'énergie. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors on le voit bien dans un certain nombre d'actes de la vie courante. Par exemple, quand vous changez une température dans une pièce, vous avez de l'énergie qui intervient, soit que vous vouliez monter, soit que vous vouliez baisser cette température. Vous avez besoin d'énergie pour faire ça. Quand vous avez un objet que vous mettez en mouvement, vous avez de l'énergie qui intervient. Alors cet objet mis en mouvement, ça peut être une scie à roulement ou ça peut être une voiture. De toute façon, vous mettez un objet en mouvement, vous avez besoin d'énergie. Quand vous avez une forme qui change, vous avez de l'énergie qui intervient, que ce soit dans une presse à emboutir ou que ce soit la forme de votre bras. Quand vous avez une composition chimique qui change, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit, vous avez de l'énergie qui intervient. Alors ça, c'est grâce à ça que vous restez, comme auraient dit mes enfants, nous la tête en haut et les Australiens la tête en bas. Donc en gros, on reste collé à la surface terrestre. Vous avez de l'énergie qui intervient quand une composition atomique change, grâce à quoi nous avons un soleil. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus entre le 1er juillet et le 30 août, vous avez également de l'énergie qui intervient quand de la matière interagit avec du rayonnement et vous avez une application plus courante chez vous qui s'appelle un four à micro-ondes. Donc, d'une manière générale, vous avez de l'énergie quand le monde change et quand vous avez du changement, vous avez de l'énergie. Donc, compter l'énergie ou compter le changement du monde, c'est pareil. Alors de là, il y a deux conclusions provisoires que j'ai déjà envie de vous proposer. La première, c'est que l'énergie propre, ça n'existe pas. Parce que vous savez, être propre, c'est laisser les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées. Mais donc ça veut dire n'avoir touché à rien. Mais dès que vous utilisez de l'énergie, vous avez touché à quelque chose par définition. Donc l'énergie propre, ça n'existe pas. C'est un oxymore, vous savez, une expression dans laquelle le premier terme dit l'inverse du second. En matière d'énergie, comme vous avez affaire à une grandeur physique, c'est la dose qui fait le poison. Donc tout est affaire de chiffres. Vous ne pouvez pas sortir d'un débat sur l'énergie sans avoir parlé chiffres. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que, s'il y en a dans la salle, ils me pardonneront, dès que vous entendez parler d'énergie dans la presse, c'est très vite fait de confondre 1 et 1 million. Du reste, je vais vous en donner quelques exemples ce soir. Alors, pour montrer à quel point l'énergie a piloté le changement du monde qui nous entoure, y compris les revendications légitimes ou pas de la CGT et les revendications légitimes ou pas du consommateur, je vais vous donner maintenant un petit ordre de grandeur qui compare l'énergie de vos propres muscles avec l'énergie de toutes les machines que nous mettons en mouvement toute la journée pour façonner le monde qui nous entoure. Alors l'énergie de vos propres muscles, je vais partir un peu loin de la Bretagne, vous me pardonnerez ça, on va aller voir les Savoyards, et chez les Savoyards, je vais vous faire monter sur le Mont Blanc. Alors, si je vous fais monter sur le Mont Blanc, l'ordre de grandeur de l'énergie mécanique que vous allez fournir avec vos jambes, c'est un demi-kilowattheure. Là, vous voyez le nombre de kilowattheures que vous avez sur une facture d'électricité ou de gaz. Eh bien, à monter sur le Mont Blanc, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Ridicule, ridicule. Donc, je vous assure que si vous faites ça, vous transpirez un grand coup. Et si vous faites ça lundi, c'est peu probable que vous arriviez à refaire ça mardi et mercredi et jeudi et vendredi. Il faut beaucoup boire, sinon vous avez des courbatures. Mais donc, un demi-kilowattheure par jour, c'est maximum ce qu'un être humain très bien entraîné est capable de fournir comme énergie mécanique. D'accord ? Donc, un demi-kilowattheure par jour, sur une année, ça vous fait 150 kWh d'énergie mécanique par an. Mettez 100 pour faire bonne mesure si vous vous reposez, si vous faites ça un jour sur 3. Retenez cet ordre de grandeur, un être humain, 100 kWh d'énergie mécanique par an, maximum. Si je paye la personne qui me fournit cette énergie mécanique au SMIC, je vais payer mon kilowattheure quelques centaines d'euros.
Regardez ce que ça vaut, 1 kWh d'électricité ou de gaz sur une facture. Là, quelques centaines d'euros. Si maintenant j'utilise non plus des jambes mais des bras, en gros, je multiplie tout par 10, c'est-à-dire que j'ai 10 fois moins d'énergie mécanique dans une journée avec une paire de bras, et ça c'est plutôt ceux de M. Schwarzenegger que les miens, et je vais donc payer mon énergie 10 fois plus cher. Quand bien même j'utiliserai un esclave, ce qui est politiquement très incorrect, il faut quand même que je le nourrisse, que je l'habille, que je le loge et que je le maintienne en vie. Le kilowattheure d'énergie mécanique issu de cet esclave va quand même me coûter plus cher que le kilowattheure issu de l'énergie fossile. Je fais partie des gens qui considèrent que l'esclavagisme n'a pas disparu sur cette terre parce qu'on est devenu spontanément bon. Je pense que notre code génétique n'a pas changé en 2 siècles. Je pense qu'essentiellement, c'est devenu totalement anti-économique d'utiliser des esclaves versus utiliser des machines utilisant de l'énergie. Et donc l'esclavagisme a disparu. Alors, dans un litre d'essence, pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez 10 kWh, vous faites passer ça dans un moteur, il vous en reste 2 à 4. Donc dit autrement, l'énergie fossile nous permet d'avoir, et marginalement le reste, parce que vous allez voir que dans le monde, l'énergie, c'est essentiellement de l'énergie fossile, l'énergie fossile nous permet d'avoir du travail, c'est-à-dire de la transformation de notre environnement, pour 1000 à 10 000 fois moins cher que du travail humain. Ça explique tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Tout. Ça explique le pouvoir d'achat, ça explique l'augmentation de la production et de la productivité du travail, ça explique la concentration dans les villes, parce que du coup, le travail physique à l'extérieur des villes est devenu tellement productif que tous les autres, ils ont pu se mettre dans les villes où ils géraient des échanges de ce qui était créé par les machines. Ça explique le temps libre, ça explique les retraites, tout, absolument tout, réside là-dedans. Tout. Comment a évolué notre consommation d'énergie qui a permis ça? Eh bien, le voici. Alors ici, vous avez un graphique qui vous donne la consommation d'énergie par personne et par an en kilowattheures. Donc, c'est des kilowattheures. On peut compter toutes les énergies en kilowattheures, le charbon, le gaz, le pétrole, aucun problème. Donc là, vous avez des kilowattheures par an et par personne en moyenne mondiale. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il y a 1 siècle et demi, les 2 énergies qu'on consommait sur Terre, c'était le bois et le charbon, et l'un et l'autre additionnés faisaient de l'ordre de 1500 kWh par personne et par an. C'était essentiellement de la chaleur, soit dit en passant, très peu d'énergie mécanique là-dedans. Aujourd'hui, on consomme autant de charbon par personne que c'était le cas il y a 1 siècle, et la raison en est que ce charbon sert essentiellement à produire de l'électricité. Il faut savoir que la première source de production électrique dans le monde, c'est le charbon, j'y viendrai juste après. Le pétrole est venu se rajouter au charbon parce que c'est l'énergie de la mobilité, et en gros, depuis le début de la civilisation industrielle jusqu'aux 2 chocs pétroliers de 74 et 80, qui ont marqué un tournant dans l'évolution du monde physique, l'énergie par personne augmentait de l'ordre de 2,5% par an. Alors retenez ce chiffre parce que j'y reviendrai un peu plus tard avec une règle de 3 qui va encore vous faire mal à la tête, mais vous verrez que ça a une incidence centrale dans la manière dont a évolué le système économique mondial depuis 1 siècle et demi et surtout depuis les 35 dernières années. Après 1980, il s'est passé quelque chose qui est largement passé inaperçu dans le discours public, c'est que le rythme d'augmentation de la consommation d'énergie par personne a perdu un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on était à 2,5% par an, on est passé à 0, quelque chose % par an. Et en fait, ce 0, quelque chose % est essentiellement concentré dans les pays dits émergents, et c'est essentiellement concentré sur le charbon, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, c'est essentiellement dû à ça. D'accord ? Les nouvelles énergies renouvelables hors bois et hors hydroélectricité, c'est la toute petite aire bleue que vous avez là-haut. Là. Donc le truc dont le journal vous rebat les oreilles en permanence, c'est ça. Je vois qu'il y a des réactions. Toujours en ordre de grandeur, la quantité d'énergie qui est aujourd'hui consommée par personne en moyenne mondiale, c'est à peu près 20 000 kWh par an. C'est essentiellement de l'énergie mécanique, parce que ça va fournir de l'énergie mécanique, de l'électricité, ça va fournir de l'énergie mécanique, du mouvement, etc. Et c'est donc comme si chaque terrien, et j'insiste, chaque terrien, en moyenne, avait l'équivalent de 200 esclaves à sa disposition, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le déstockage de ce que Mère Nature a mis sous le sol, qui s'appelle du pétrole, du gaz et du charbon, pour l'essentiel, vous voyez que c'est l'essentiel de ce qu'on a là, fournit à chacun les mêmes services que si on avait chacun une armée d'esclaves à notre disposition. Donc, je réinsiste, l'énergie, si on raisonne en termes de part dans les dépenses, ça masque quelque chose d'absolument essentiel, c'est que tout le reste est assis dessus.
Tout. Exactement comme de temps en temps, quelques économistes illuminés vous disent c'est pas très grave, l'agriculture c'est 2% du PIB, on s'en fout. Ouais, enfin, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants disparaissent aussi. Hein. L'énergie c'est exactement pareil, c'est peut-être 4% du PIB et on s'en fout. Non, tout le reste est assis dessus. L'énergie c'est la nourriture des machines, supprimez les machines, tout ce qu'on appelle aujourd'hui votre niveau de vie disparaît. Tout. Hein. Si je prenais comme définition de l'industrie non pas la vieille définition de l'INSEE dans laquelle c'est des gens dans des usines, je ne sais pas quoi, mais est un emploi industriel, tout emploi dans lequel vous êtes aidé à un moment ou à un autre par une machine qui fait au moins 100 fois la puissance de vos muscles, et bien le TGV qui m'a amené depuis Paris, c'est de l'industrie. Hein, le TGV, il fait quelques mégawatts, c'est-à-dire en ordre de grandeur, 100 000 fois la puissance, 10 à 100 000 fois la puissance du conducteur, musculaire, hein, du conducteur. Je vous le disais tout à l'heure, l'électricité est essentiellement produite sur Terre, enfin est d'abord produite sur Terre par du charbon, pardon. En fait, l'électricité est essentiellement produite sur Terre avec des combustibles fossiles. Je le mentionne en passant, parce que dans les grands débats qu'on a en France sur est-ce qu'il faut remplacer le nucléaire par autre chose, les gens s'imaginent en général qu'on peut remplacer ça par des éoliennes et des panneaux solaires. Non, pas un pays dans le monde n'envisage de remplacer du nucléaire par des éoliennes et des panneaux solaires. Quand on remplace, c'est par du charbon et du gaz. Alors, en 1973, 73 s'il y a des Belges, 75% de l'électricité était faite avec des combustibles fossiles. En 2007, c'est les 2/3, c'est toujours l'essentiel. Et aujourd'hui, les premières capacités en construction dans le monde, c'est du charbon. Et les deuxièmes capacités en construction dans le monde, c'est du gaz. Alors, il y a aussi des énergies renouvelables. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une loi du genre, c'est que plus le journal en parle, moins il y en a. Pas mal, c'est assez vrai. Donc les deux premières énergies renouvelables dans le monde, c'est le bois et la biomasse, qui font un peu moins de 10% du total mondial, puis l'hydroélectricité, qui fait entre 5 et 6% du total mondial, et après vous tombez tout de suite, en équivalent primaire, pour ceux qui s'intéressent à ce petit détail, sous le pourcent de l'approvisionnement mondial. Hein. Retenez par exemple que les agrocarburants, qui aujourd'hui mobilisent déjà 40% du maïs américain, 14% du maïs mondial, qui provoquent déjà du stress alimentaire dans le monde, ne substituent que 1,5% du pétrole mondial. D'accord ? Vous convertiriez la totalité de la production céréalière mondiale en agrocarburants, que ça vous substituerait un quart du pétrole mondial. Non-sujet. C'est pas ça qui va sauver les voitures. Quelques voitures de riches faisant mourir quelques pauvres, oui, mais ça va s'arrêter là. Et je vous rappelle que dans cette affaire, le français ordinaire est riche. Voilà, donc les renouvelables, aujourd'hui, les nouvelles renouvelables, pardon, celles qui excitent tant les esprits, en fait, quand vous regardez les ordres de grandeur, c'est quelque chose qui reste extrêmement marginal, et face aux évolutions dont je vais vous parler dans pas longtemps, ça restera marginal dans les marges de manœuvre. Ça restera marginal. Donc ce que je viens de vous expliquer pendant 10 minutes, c'est que la manière dont on se représente notre système productif est en fait ignorant des flux physiques sous-jacents. Quand vous invitez un économiste assez dans l'air, en règle générale, je dis bien en règle générale, il y a quelques exceptions, il va vous parler de ce que je suis en train de vous montrer là, c'est-à-dire qu'il va vous dire le système productif c'est du capital et du travail, et puis si ça patouille, eh bien je fais ce qu'il faut pour qu'il y ait plus d'investissement, donc plus de capital, et je fais ce qu'il faut pour qu'il y ait plus de travail, je baisse les charges sociales, je sais pas quoi, et après derrière ça repart comme en 40. Alors, sans même aller plus loin, on peut constater que c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, du capital, vous en avez à plus savoir qu'en faire. À preuve, l'Allemagne prête à taux négatif, donc c'est vraiment qu'il y a trop d'argent partout. Hein. Bah oui, s'il n'y avait pas assez d'argent, même l'Allemagne ne prêterait pas à taux négatif. Et vous avez trop de travail, puisque vous avez du chômage partout. Hein. Donc, c'est peut-être pas aussi simple que ça. En fait, quand vous regardez la manière dont le système physique s'organise, voilà comment fonctionne notre système économique. Notre système économique n'est qu'une immense machine à transformer des ressources naturelles. Vous n'avez pas un objet dans cette salle, je dis bien pas un, qui soit autre chose que des ressources transformées. Votre chemise, votre lunette, les marches d'escalier, cette caméra, cet ordinateur, ce micro, cette table, ces chaises, tout ça, c'est des ressources naturelles transformées. Alors, dans la théorie économique classique, on a dit les ressources, ça compte pas, ça vaut zéro, c'est explicitement marqué. Oui, dans les traités d'économie classique, il y a Bastia, il avait dit ça, par exemple. Donc, tout ce qu'on compte, c'est les revenus humains. Hein. Le PIB est par définition la somme des revenus qui permet de passer des ressources gratuites aux produits transformés. C'est ça, hein, le PIB, par définition.
hein, mais les ressources valent 0 dans cette histoire. Soit dit en passant, là aussi une petite taquinerie, on a coutume d'encenser les énergies renouvelables en disant que le vent et le soleil sont gratuits, mais le pétrole est gratuit. Personne sur cette planète n'a payé le moindre centime pour que se forme le pétrole. Il est tout à fait gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, c'est le fait d'en être le propriétaire du moment, de même que l'agriculteur qui a le champ où on va mettre l'éolienne est le propriétaire du moment du bout de terre. Mais le pétrole est gratuit, le charbon est gratuit, là, les montagnes sont gratuites, tout ça est gratuit. Hein? Ce qui n'est pas gratuit, c'est le revenu humain pour éventuellement en disposer. La ressource est gratuite. Donc voilà la manière dont fonctionne notre système productif, et le travail qui transforme ces ressources, avec les ordres de grandeur que je vous ai indiqués tout à l'heure, c'est 1 pour les muscles, 200 pour les machines alimentées à l'énergie, moyenne mondiale. Alors une fois que vous voyez la manière dont s'organise le système, vous comprenez que si j'ai un goulet d'étranglement en volume, je dis bien en volume, sur le flux énergétique en entrée, je vais avoir un goulet d'étranglement en volume sur le PIB en sortie, alors même que j'ai plein de travail, c'est-à-dire plein de muscles, et plein de capital. C'est très exactement ce qui est en train de nous arriver par touches successives depuis 1973, honneur aux Belges et aux Suisses. C'est très exactement ce qui est en train de nous arriver depuis 1973. Hein. On est dans un système, vous avez vu tout à l'heure, les chocs pétroliers, c'est une inflexion de l'énergie disponible par personne, et donc c'est le début du petit patouillage de ce système, et le début du goulet d'étranglement, très relatif et très modeste pour le moment, sur l'approvisionnement énergétique qui rentre dans le système productif. Alors on peut aussi avoir, en plus, des problèmes sur l'approvisionnement en ressources, et évidemment, ça rajoutera des tensions sur l'appareil productif en sortie. Alors vous savez que quand on a une théorie, c'est bien de la confronter à l'expérimentation, à l'observation. Alors voilà ici une courbe sur laquelle vous avez en vert la consommation énergétique mondiale et en bleu le PIB mondial. Bon, manifestement, cette courbe ne va pas dans le sens d'une infirmation de ce que je viens de vous raconter. Hein, alors il faut se méfier des corrélations, mais ce que vous montre cette courbe, c'est cohérent avec ce que je viens de vous raconter et avec les ordres de grandeur que je vous ai montrés, 1 pour les hommes, 200 pour les machines, donc 200 pour l'énergie. Hein. Voilà quelque chose qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est la corrélation pétrole-PIB. En rouge, vous avez la variation de la quantité de pétrole consommée sur Terre. Il s'agit d'une variation en volume, ce n'est pas en prix. Hein. Le prix, moi je m'en fiche, je pense que le prix de l'énergie, ce n'est pas le sujet. Ce qui est le sujet, c'est le volume. Hein. Parce que si on veut parler de prix, en fait, il faut parler de prix ramené à ce qu'on gagne. Et donc, il faut exprimer les prix en temps de travail nécessaire pour se payer quelque chose. Les prix en monnaie courante, moi, je ne sais rien en faire parce que, en fait, ça n'a pas vraiment de signification. Donc, ce que vous avez ici en rouge, c'est la variation en volume du pétrole consommé dans le monde, c'est-à-dire la variation en volume du pétrole produit dans le monde, pareil. Hein. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à noter sur cette courbe. Vous savez, on entend souvent dire que depuis les chocs pétroliers, on a gagné en efficacité énergétique et donc que l'économie est moins dépendante du pétrole qu'avant. C'est faux, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse? Parce que l'économie s'est mondialisée et que vous n'avez pas une organisation qui n'ait pas besoin de transport pour fonctionner. Pas une. Donc si vous avez un goulet d'étranglement sur la quantité de pétrole disponible, vous avez un goulet d'étranglement sur la quantité de transport disponible, et donc ça grippe un peu la machine économique mondiale. Et vous voyez que là-dessus, le pétrole précède le PIB. Hein. Ici, le pétrole descend et le PIB descend après. Le pétrole descend et le PIB descend après. Donc, ce n'est pas l'économie qui répond, c'est pas, pardon, le pétrole qui répond à l'économie. Vous avez une récession, donc la consommation descend. Ça marche dans ce sens-là. Mais ce que vous voyez là, c'est surtout que ça marche dans l'autre sens. Le pétrole descend, l'économie descend. Hein. Alors, vous allez voir qu'avec ce qui va arriver au pétrole à partir de maintenant, une des choses que je vais essayer de vous dire, c'est qu'à partir de maintenant, il faut raisonner avec des plans qui soient compatibles avec une récession structurelle, qui est vraisemblablement, nonobstant les promesses de campagne, le contexte dans lequel on va devoir évoluer. Ça change tout. Ça change tout. Parce que dans l'expansion perpétuelle, vous avez de l'argent partout pour faire tout en même temps. Quand vous êtes dans un contexte de crise larvée permanente, c'est une autre paire de manches. On doit faire des choix, et les choix ne sont pas faciles. Hein. Mais c'est probablement dans ce contexte qu'on se situe à partir de maintenant. Alors, pour essayer de l'illustrer avec une petite règle de 3, je vous propose de partir d'une égalité qui, normalement, devrait pas peu soulever de contestation, qui est que le PIB mondial est égal à lui-même. Jusque-là, je pense qu'on devrait être d'accord.
Je vais à droite diviser et multiplier le PIB mondial par l'énergie mondiale. Alors, le terme PIB sur énergie, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de l'économie. Plus ce terme est important, et plus vous êtes capable de créer un flux important avec une même quantité d'énergie, et ce flux aura une valeur qui va être plus importante. Et en fait, pour finir le raisonnement, je vais ramener ça à la population, parce que les gens se contrefoutent du PIB. Ce qui leur importe, c'est le PIB par personne, puisque ça, c'est les revenus par personne en première approximation. Et donc, les revenus globaux, s'ils augmentent, mais que les revenus par personne baissent, parce que la population augmente encore plus vite que le PIB, les gens ne sont pas contents. Donc, ce qui compte vraiment, c'est le PIB par personne. Donc là, j'ai une égalité stricte, et je vais passer de cette égalité stricte à la variation des termes, et vous savez que quand on a des petites variations, la variation d'un produit, c'est la somme des variations. Si mon terme PIB sur énergie varie de quelques pourcents par an et que le terme énergie par personne varie de quelques pourcents par an, l'ensemble varie de la somme des deux. C'est à peu près égal. Alors, l'énergie par personne, je vous l'ai montré tout à l'heure. Avant 1980, c'était plus 2,5% par an. Après 1980, c'est 0,4%. L'efficacité énergétique de l'économie est quelque chose qui, si je prends en moyenne depuis 70 à gagner un peu moins d'un point par an, en fait, si je prends les 10 dernières années, c'est 0. Il faut savoir que l'économie n'est pas plus efficace aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a un certain nombre de pays, ils sont moins efficaces aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, les évolutions ne vont pas toujours dans le même sens partout. Si je prends la Turquie aujourd'hui, par exemple, eh bien, l'intensité énergétique de son PIB, la quantité d'énergie qu'il faut pour faire $1 de PIB, ça augmente. Ça ne baisse pas du tout. Donc, ce n'est pas comme ça, nécessairement, que ce truc-là se met à évoluer dans le bon sens. Et puis, par ailleurs, un truc qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'améliorer rapidement ce terme suppose souvent de disposer de grandes quantités de capital, parce qu'améliorer rapidement ce terme, ça veut dire qu'on change vite les immeubles, les voitures, les process industriels, et c'est typiquement le genre de truc qui devient difficile quand l'économie commence à aller mal. Donc l'idée que dans un monde dans lequel on va être en récession structurelle, ça sera très facile d'améliorer l'efficacité énergétique de l'économie, c'est tout sauf vrai. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Beaucoup plus dur que dans un monde en croissance. Ce que vous voyez en tout cas, c'est qu'avec ma règle de 3, le PIB par personne, qui est la somme qui varie comme la somme de ces deux variations en moyenne mondiale, eh bien avant les chocs pétroliers, il augmentait de 3% par an. Ce qui a autorisé à construire dans tous les pays occidentaux des systèmes de redistribution qui étaient calés sur ce rythme d'augmentation. Donc vous pouvez embaucher des fonctionnaires, les garder indéfiniment, les augmenter à l'ancienneté, augmenter les budgets chaque année, etc. Aucun problème, c'était compatible avec ce pourcentage d'augmentation des recettes, parce que le PIB, toutes les recettes fiscales sont assises sur le PIB en première approximation, sauf quelques impôts de stock, mais pas beaucoup. Et après 1980, on est passé brutalement de 3 à 1, et depuis cette époque, dans tous les pays occidentaux, tous, la France ne fait pas exception, vous vous êtes mis à avoir l'apparition de 3 conséquences de cette affaire: chômage, déficit public, endettement. Ces conséquences apparaissent dans tous les pays industrialisés après les chocs pétroliers. Donc nos politiques ne sont pas plus nazes et pas plus brillants que ceux des voisins. Tout le monde a eu exactement les mêmes évolutions pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire le changement brutal de cette évolution. Alors là encore, vérifions. Voilà comment varie le PIB par personne en moyenne mondiale depuis 1960. Là, vous êtes pendant les 30 glorieuses, plus de 3% par an. Et après, vous avez eu le début des 30 piteuses, c'est-à-dire à peu près 1, quelque chose % par an. Et mon sentiment, c'est qu'on ne doit pas être très loin du début des 30 je ne sais pas quoi, douloureuses, désastreuses, etc., où on va se rapprocher de 0. Alors en fait, si on se rappelle que les émergents captent à leur profit la croissance restante, dans les pays occidentaux historiques, et bien là, vous êtes très près du 0, puisque vous voyez, on est à 0 sur la dernière décennie quasi, et en fait, sur les 5 dernières années, on est en dessous de 0. Quand vous regardez la France, elle n'a pas retrouvé aujourd'hui en dollars constants son PIB de 2007. Elle n'a pas retrouvé son PIB de 2007 en dollars constants. Et en PIB par personne, on est aujourd'hui 2% en dessous. Enfin, en 2011, on était 2% en dessous de ce qu'on était en 2007. Alors, ignorant ce lien économie-énergie, M. Sarkozy a dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat, il s'est viandé. Hollande a dit « je vous ramènerai 2% de croissance » et il va se viander. Non, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Revenons à notre histoire d'hydrocarbures. Alors, je vais revenir dans les quelques minutes qui me restent à un tout petit peu de maths simple. Je rappelle que les hydrocarbures ont été créés par Mère Nature en l'espace de quelques dizaines de millions d'années, voire plus. Ce qui veut dire que quand je raisonne à l'échelle des temps historiques, qui m'intéressent, quelques siècles, je peux considérer que la quantité d'hydrocarbures disponible dans le sol, je dis bien disponible dans le sol, je ne parle pas de la fraction que je peux extraire, disponible dans le sol, est fixée une fois pour toutes. Alors quand vous avez un stock à votre disposition qui est fixé une fois pour toutes, les mathématiques vous disent que la courbe d'extraction de ce stock au cours du temps n'a pas le droit d'être indéfiniment croissante, sinon le stock de départ est infini. Ça n'a même pas le droit d'être indéfiniment constant, sinon le stock de départ est infini. En fait, les maths vous disent qu'en pareil cas, vous avez droit à une courbe en cloche. Alors vous avez droit à une courbe en cloche avec des variations autour de la cloche, mais vous avez droit à une courbe en cloche. C'est un théorème de maths, ça se démontre, je sais encore faire. Donc, à partir du moment où vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, alors ça vaut pour le pétrole, mais ça vaut pour le gaz, ça vaut pour le charbon, ça vaut pour les phosphates, ça vaut pour la potasse, ça vaut pour tous les minerais métalliques, quels qu'ils soient, tous, vous allez avoir quelque chose qui va s'appeler un pic, c'est-à-dire que vous allez avoir un maximum absolu à votre extraction. Alors, il y a des pics qui sont particulièrement faciles à prédire puisqu'ils sont déjà passés. C'est notamment le cas pour les découvertes de pétrole et de gaz. Ici, vous avez une courbe qui vous donne les découvertes en milliards de barils équivalent pétrole, de pétrole et de gaz pour le monde dans son ensemble. Et vous voyez que le maximum de ces découvertes s'est produit pas très loin de l'année de ma naissance. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Alors pour le pétrole dans les années 60 et pour le gaz dans les années 70. Les années 70, pardon, 70. Déjà ancien. De ce fait, on a un ordre de grandeur pour la quantité de pétrole extractible, et donc on a un ordre de grandeur, alors c'est pas à 10 ans près, mais un ordre de grandeur de la forme générale de la courbe. Nous sommes ici, et voilà à quoi devrait ressembler la disponibilité mondiale en hydrocarbures liquides. En empilant tous les machins dont vous avez entendu parler, les bitumineux du Canada, le shale oil du Bakken, etc. Enfin bon, tout le truc du Brésil et la Guyane. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors une question qu'on se pose souvent, c'est à quoi va ressembler le prix dans ce genre de contexte? Ma réponse c'est j'en sais rien et je m'en fiche, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est le volume, encore une fois. Le prix ne fait que matérialiser le désarroi, quelque part, issu du fait que j'ai une rupture sur le volume. Mais ce qui compte c'est le volume. Et puis c'est d'autant moins un sujet que quand les gens s'essaient à faire des prévisions de prix, en général ils se plantent lamentablement, sauf si on est dans un monde stable. Mais comme là on va être dans un monde instable, les prévisions de prix n'ont strictement aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de faire des analyses inverses, c'est-à-dire à partir de quel prix est-ce que mon business model se casse la figure, ça c'est intéressant, mais de prévoir le prix. Ici, vous avez par exemple les projections de prix qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie année après année sur ce qu'allait être le prix du pétrole, et là, c'est ce qu'il a vraiment été. D'accord ? Donc cette année, ils ont dit ça va faire ça, c'est pas ce qui s'est passé. L'année d'après, ils ont dit ça va faire ça, c'est pas ce qui... Après, ils ont dit ça va faire ça, après, ils ont dit ça va faire ça. Là, ils ont compris. Oui, ça va monter un peu. Bon. Manque de peau, après c'est redescendu. Donc, quand vous voyez une projection de prix, oubliez, c'est juste impossible. Par contre, on peut s'intéresser au volume. Alors voilà comment évolue l'approvisionnement pétrolier de l'Europe. En rose, ce qui vient de la mer du Nord, en vert, ce qui est importé. Aujourd'hui, alors ça, pardon, c'est pour l'Europe géographique, donc ça inclut la Norvège. Si vous prenez juste l'Union européenne, en sortant la Norvège de ce total, vous êtes à 90% d'importation dans l'approvisionnement pétrolier de l'Union européenne. Donc la mer du Nord en rose, qui a entamé son pic depuis 2000. Voilà, donc quand M. Moscovici dit qu'il n'y a qu'à demander aux producteurs d'augmenter leur production, je pense que Statoil et Total devraient l'embaucher immédiatement pour l'envoyer sur les plateformes de la mer du Nord, où l'effet constaté devrait être immédiat. Non, plus sérieusement, on est aujourd'hui en Europe dans le début de la seringue, de la contrainte. La mer du Nord décline et les importations vont décliner aussi parce que la production mondiale de pétrole est aujourd'hui à un plateau, oscillant à un plateau. Et comme on est en concurrence croissante avec les émergents et en concurrence croissante avec la consommation domestique des pays producteurs, eh bien la fraction importable pour l'Europe baisse. La production domestique baisse, la fraction importable baisse, donc l'approvisionnement baisse. Ce qu'en pense l'automobiliste européen est une chose intéressante pour la politique intérieure de l'Europe, mais ça ne va pas changer ça. Ça ne va pas changer ça.
On a perdu 10% de notre pétrole depuis 2005 et ce n'est pas délibéré. Pour le gaz, c'est pareil. Alors là, j'y reviendrai s'il y a des questions. Les gaz non conventionnels sont susceptibles, ce qu'on appelle les gaz de schiste dans le débat français, qui sont essentiellement, enfin là c'est long, pas des gaz de schiste pour l'essentiel, mais peu importe. On est encore dans les raccourcis médiatiques. Les gaz non conventionnels sont susceptibles en Europe, j'y reviendrai s'il y a des questions, d'apporter 5 à 10% de la consommation européenne actuelle. D'accord ? Ça ne va pas changer grand-chose à la trajectoire de l'ensemble de l'Europe. Et la trajectoire de l'ensemble de l'Europe, la voici. La mer du Nord a commencé son déclin. Elle fait aujourd'hui 60% de l'approvisionnement européen. Quand la Norvège va passer son pic d'ici 5 à 10 ans, ça va s'accélérer à raison de 5 à 10% par an. Alors 5 à 10% par an, si vous composez les intérêts sur 10 ans, ça va très vite. Très très vite. Et ce qui, soit dit en passant, me fait dire que le remplacement du nucléaire par du gaz, indépendamment de l'aspect climatique, j'y crois pas une seconde, il n'y aura pas le gaz. Donc ça sera du remplacement du nucléaire par rien. Ce qu'on peut souhaiter, mais c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. La partie importée, elle est déjà en train de plafonner. Il faut savoir par exemple que les exportations russes en volume, elles n'ont pas augmenté sur les 15 ou 20 dernières années. Donc se dire, nous, le déclin, c'est pas grave parce qu'on va prendre plus chez les Russes, pas si simple. Enfin, il reste du charbon, très vite, c'est polluant, c'est affreux, etc. C'est surtout pas chez nous. Le seul pays qui a des réserves un peu significatives en Europe, c'est l'Allemagne, avec sa lignite, qu'ils ont bien l'intention d'utiliser pour remplacer leur nucléaire, beaucoup plus que les éoliennes, et puis voilà. Et si en plus, non, on ne veut pas trop abîmer le climat, ce charbon, il ne faut pas y toucher. Alors, je vais accélérer un tout petit peu pour finir avec une dernière règle de 3 qui va un peu vous faire mal à la tête. Voilà, on est d'accord sur le fait que les emplois sont égaux aux emplois. Je vais recommencer mes divisions et mes multiplications à la noix, là. Donc cette fois, je divise emploi par PIB. Alors emploi par PIB, c'est quoi? C'est revenu par personne. D'accord? Revenu par personne. Je divise et je multiplie par l'énergie. Donc là, j'ai écrit que les emplois évoluent comme le revenu par personne, plus la variation de l'efficacité énergétique de l'économie, plus la variation de l'énergie. Je suis d'accord? Pardon, on est d'accord? Bon. La variation de l'énergie, j'ai dit en Europe, 0 puis négatif. Pétrole et gaz, c'est 65% de l'énergie européenne. 65. L'efficacité énergétique de l'économie, je vous l'ai montré, là depuis 10 ans qu'on commence à avoir des troubles économiques, c'est flat dans le monde, donc ça ne va pas beaucoup varier. Ce qui veut dire que si vous voulez, alors que ça c'est négatif, que ça soit positif, créer des emplois, il n'y a pas 36 solutions, il faut baisser ça. Donc ce que vous dit l'approche énergétique des systèmes, c'est que si vous voulez créer des emplois, il faut baisser les revenus par personne. Ça explique pourquoi les pays qui ont créé des emplois dans ce contexte passé déjà d'amélioration de l'efficacité énergétique faible ou inexistante sont des pays qui ont baissé les revenus par personne, notamment dans la partie inférieure des revenus. Grande-Bretagne, Suède, Allemagne. Ces 3 pays ont baissé les revenus par personne. Et comme ça, ils ont créé des emplois. Il ne faut pas se tromper, créer des emplois à l'avenir, ça veut dire que ceux qui en ont un gagneront moins. Vous, moi, tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là, j'insiste, qu'il faut réfléchir à toute évolution comportementale, d'investissement, etc. Alors vous voyez bien aussi que dans ce contexte-là, si vous changez une énergie A par une énergie B, ça ne vous crée pas globalement d'emplois. Sauf si, à cette occasion, vous remplacez des emplois très bien payés avec des retraites très grasses et l'électricité gratuite, suivez mon regard, non, je plaisante, par des emplois beaucoup moins bien payés dans les secteurs nouveaux. Dit autrement, si dans les énergies renouvelables, vous payez 2 fois moins les gens que quand ils sont chez EDF, oui, en remplaçant du nucléaire par des éoliennes, vous créerez de l'emploi. Sinon, non. Sinon, non. 0. L'effet global dans l'économie est nul. Ce que vous créez à gauche, vous le détruisez à droite. Dernier point, on parlait d'économie d'énergie, je déborde de 3 minutes, mais j'ai débordé de 5. C'est quoi les économies d'énergie? Je vais finir par ça. C'est très simple, c'est la hausse du prix. Les économies globales d'énergie, c'est la hausse du prix. Tant que vous baissez la quantité d'énergie consommée par cafetière, par voiture, par lampe, etc., et que vous ne touchez pas au prix de l'énergie, vous n'avez pas, toutes les séries historiques montrent ça, d'économie globale.
Ce que vous affectez à l'efficacité sur un objet, vous allez derrière le récupérer sur l'augmentation du nombre d'objets, que ce soit les mêmes objets ou d'autres objets qui viennent se mettre en plus. Dit autrement, le consommateur consomme au maximum de son budget. Le consommateur n'est pas un être responsable, raisonnable, non, rien du tout, il consomme au maximum de son budget, ça se voit dans toutes les habitudes de consommation de la population. Toutes. Roule en voiture, tous les gens qui ont les moyens d'avoir une voiture. C'est à peu près aussi simple que ça. Hein. Si vous ne voulez pas que les gens roulent en voiture, il faut leur interdire économiquement l'usage de la voiture. Donc, par exemple, vous pouvez leur interdire économiquement le garage au lieu de destination. Vous pouvez leur interdire économiquement le fait qu'ils mettent plein de carburant dans leur voiture, mais sinon, non. Alors ici, en voici une illustration. Vous avez en haut le prix du baril de pétrole depuis 1860. Alors ça s'est arrêté en 2005, mais pour ma démonstration, c'est largement suffisant. En dollars constants. En dollars constants. Alors retenez une chose, c'est qu'avant les chocs pétroliers, pendant un siècle, en dollars constants, le baril était resté aux alentours de 20 $. Donc le prix du pétrole a été quasi stable pendant un siècle avant les chocs pétroliers. Hein. Ce qui veut dire que rapporté au pouvoir d'achat, qui lui a été multiplié par 20 pendant la même période, le prix de l'énergie a considérablement baissé. Hein, considérablement baissé. On parle de précaire énergétique, mais il faut savoir que dans les revenus des ménages, l'énergie c'est moins aujourd'hui qu'en 1970. C'est étonnant, hein? C'est moins. Donc, vous voyez ici le prix du pétrole. Eh bien, quand le pétrole était cher, en bas, vous avez la consommation des véhicules qui sont vendus dans les pays occidentaux. Donc, c'est la consommation moyenne des automobiles que les gens achètent dans l'année. Eh bien, vous voyez que quand on est en période de pétrole cher, donc dans les années qui ont suivi le deuxième choc pétrolier, où le prix des carburants n'arrêtait pas d'augmenter, eh bien, dans tous les pays occidentaux qui sont présentés ici, les gens achètent des voitures qui consomment de moins en moins quand ils achètent une voiture. Et puis, à partir du moment où arrive le contre-choc, dans tous les pays occidentaux, les gens arrêtent cette vertu, entre guillemets, au moment des achats. Donc, les économies d'énergie, ce n'est pas une affaire du fait que les Français seraient plus moraux que les Hollandais ou que les Hollandais sont plus portés aux... Non, c'est une affaire de prix de l'énergie. Juste une affaire de prix de l'énergie. En voilà une autre illustration, et puis je vais m'arrêter là. Ici, vous avez en 1998, donc avant les chocs pétroliers de 2000 à 2010, hein, en 1998, la quantité d'énergie consommée par personne et par an pour les déplacements terrestres dans un certain nombre de pays, en fonction du prix à la pompe de l'essence. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une très belle courbe en 1 sur X, à peu de choses près, avec un point singulier qui est le Japon, parce qu'au Japon, la contrainte économique d'espace est tellement importante que vous n'avez même pas besoin d'avoir des carburants très chers pour empêcher les gens de circuler en voiture. Ailleurs, où vous n'avez pas de contrainte d'espace, qui est la première contrainte, eh bien les gens circulent à mesure de ce qu'ils peuvent acheter comme essence. Il faut savoir que le prix de l'essence en 1998 reflète essentiellement la fiscalité sur les carburants sur les 50 ans qui ont précédé. Hein, en gros, c'est essentiellement ça que ça reflète. Voilà, donc avant de céder la parole, mes conclusions, l'énergie, ça pilote la transformation, donc le système économique. C'est pour ça que faire des économies d'énergie de manière sérieuse n'a jamais vraiment intéressé personne, tout simplement, encore une fois, parce que c'est récessif. Sauf que maintenant, on va être obligé de les faire de toute façon. Donc, dit autrement, de manière un peu provocatrice, on a le choix entre la décroissance douce gérée et la décroissance non gérée par crise. Pas que je le souhaite, c'est ce que nous impose la physique. Tout projet doit passer la rampe dans un contexte de récession structurelle. C'est bien dans ce contexte-là qu'il faut voir si les trucs passent la rampe ou ne passent pas la rampe. Soit dit en passant, un truc qui, moi, me fait beaucoup rire, c'est que la baisse de la production nucléaire à cause de ce que je viens de vous exposer, c'est récessif. Et ça me fait beaucoup rire parce que le PS, en général, ne fait pas spécialement la promotion de la récession et il n'a pas compris que c'était ça qu'il faisait en disant qu'il fallait moins de nucléaire. Voilà, mais ça, c'est mon côté mauvais garçon. Ce que je vous ai exposé sur le fait de substituer une source d'énergie par une autre source d'énergie, tant que vous ne modifiez pas les revenus des gens qui travaillent dans les secteurs et que ça ne touche pas à la balance commerciale, ça ne change rien. Et faire des économies, c'est monter les prix. Il y a aussi une autre marge qui, elle, touche aux importations, qui est de supprimer des énergies importées, fossiles, par des énergies domestiques, renouvelables ou nucléaires. C'est pareil, parce que la fraction d'importation dans le nucléaire est très faible. Voilà, et je n'ai pas oublié qu'Astérix était breton,
Donc, honneur à ce héros.